Mehdi, comment tu vas? Au top. Ouais, Merci super. pour l'invitation. Bah écoute, je suis super content d'être avec toi ici dans ce cadre. Donc on est au bord de mer. S'il faut les plages, Ouais, c'est là ça, où j'ai grandi, écoute, où ça, je suis né. ça me fait plaisir. Je te remercie pour ton temps. Les gens, ils auront pu apercevoir donc une petite vidéo déjà d'entraînement avec toi. Ouais, On le voit que tu es toujours en shape. toujours. Avant de te demander aujourd'hui qu'est-ce que tu deviens, j'aimerais, parce que tu fais partie de cette génération de combattants qui sont allés à l'UFC, qui ont performé, qui ont combattu dans d'autres organisations. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas Mehdi Bagdad aujourd'hui? Mehdi Bagdad, c'était un ancien kickboxer qui a plus de 34 combats de kickboxing et de Muay Thai. J'ai combattu dans la région, dans le sud de la France. J'ai gagné le K1 de Marseille. J'ai gagné une ceinture WKBC championnat du monde en Muay Thai. Et je suis parti à l'âge de 18 ans au Brésil pour devenir un combattant du UFC. Donc tout le monde se moquait de moi, elle disait mais t'es un fou. Et voilà, mais j'avais que ça en tête. Et j'ai dit que je veux aller à l'UFC, donc j'ai galéré. J'ai affronté pas mal de personnes. Je suis parti aux États-Unis combattre et je me suis fait moi-même. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Comment tu as fait la connaissance des arts martiaux mixtes? Toi, ton premier souvenir, si je te dis UFC, c'est quoi? En fait, moi, mon premier souvenir du MMA, c'était un DVD. Je tombais par hasard sur un DVD. J'adorais la bagarre. Je faisais un peu de kickboxing, juste pour me défouler. Je voulais me taper en fait quand j'allais à la salle. Mais voilà, et dès que je suis tombé sur ce DVD, c'était le Pride FC, c'était pas l'UFC, c'était le Pride. J'ai vu, c'était le Pride 21, c'était au Tokyo Dome. Il y avait 100 000 personnes. J'ai vu tous ces combattants acclamer. Même ceux qui perdaient, c'était des dieux. Donc j'ai dit, je veux devenir comme eux. Et j'ai vu tous ces combattants brésiliens. Et j'ai dit, waouh, il faut que si je veux devenir comme eux, ben, je dois aller m'entraîner dans leur salle. Donc j'ai décidé de prendre mon petit sac à dos, mettre un peu de sous de côté et je suis parti au Brésil. Et toi, quand justement tu vois cette vidéo, direct, tu sais que c'est ta destinée, tu veux en faire ton métier? C'est ça. Moi, je suis passé par un mauvais moment de ma vie. À l'âge de 16 ans, j'étais frustré, j'étais mis à l'écart par la société, j'étais nul à l'école, je ne savais pas m'exprimer, j'étais très très timide. Et j'ai dit, c'est pas ça que je ne veux pas finir sur un chantier, je ne veux pas finir triste. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais mes parents, on se parlait pas beaucoup avec mes parents, on a eu une éducation, beaucoup de travail. Voilà, c'était que le travail. Je viens d'une famille forain sur les marchés. Donc j'ai jamais beaucoup discuté avec mes parents. Et un jour j'ai pété un câble et j'ai dit que je veux aller faire le djihad en Afghanistan. Et ma mère elle pétait un plomb. Tout le monde me dit mais t'es fou. Et j'ai dit ouais mais j'ai plus de vie. Donc c'est comme si je sortais de prison et j'avais aucun diplôme et personne n'allait m'embaucher pour avoir un bon boulot. À chaque fois que je voulais faire un bon travail, les gens se moquaient de moi. J'ai dit non, je vais pas faire ça. Et ce DVD m'a sauvé. Ce DVD m'a sauvé et le Brésil m'a sauvé. Le Brésil m'a appris à aimer les gens, à voir qu'en fait on pouvait m'aimer. Et moi quand j'étais en France, pour moi personne m'aimait, tu vois. Donc voilà, ce voyage, grâce au MMA, mais grâce à ce voyage, j'ai appris que j'ai vu une lumière. Et à cette époque-là, le MMA en France, c'est inconnu. Toi, quand tu décides de partir, ta famille, quand même, ils te soutiennent? T'as du soutien? Comme je te disais, moi, ma famille, on discutait pas. Le seul discute que j'ai avec ma mère, mon père, j'ai jamais parlé avec mon père, mais la seule discute que j'ai avec ma mère, c'est à quelle heure demain je vais travailler ou combien t'as fait au marché. C'est que ça. Il y a pas de, j'ai jamais parlé avec ma mère. On parle pas. On parle que de travail. J'ai une famille, on parle que de travail. Donc ma mère, dès que j'ai dit je vais partir au Brésil, elle était contente parce que j'allais pas faire ce truc de fou. Et on est des combattants dans la vie. Tu vois, quand tu t'appelles Bagdad, t'as pas le choix de combattre. Tu vois, il y a eu la première guerre d'Irak, il y a eu la deuxième guerre d'Irak. À chaque fois que je vais dans un aéroport, les gens me regardent comme ça, Bagdad. Tu vois, quand tu nais avec un nom comme ça, il faut aller à la guerre. Donc je suis parti à la guerre. T'en as souffert un peu de ce nom-là? Parce que aujourd'hui, bon, ça y est, c'est dans les mœurs, tu vois. Il y a eu d'autres guerres, on va dire. Mais à cette époque-là, la guerre d'Irak, les États-Unis, tout ça, je vais pas refaire l'histoire, mais t'en souffres en France un peu de ce nom-là que tu portes? Jeune, Bagdad. oui. Jeune à l'école, j'étais le seul maghrébin de la classe. Et quand j'avais peur de l'appel de la classe, dès qu'on disait Mehdi Bagdad, et tout le monde se retournait. Et ouais, j'ai souffert de ça. Même quelques fois, j'ai eu même des profs qui
qui ont rigolé de mon nom. Parce qu'ils ont été choqués. Donc ouais, quand petit, c'est vrai que ça choque. Et c'est pour ça que toute cette violence, je voulais la sortir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette connerie. Et après, quand je suis parti au MMA, toute la violence que j'étais petit, je l'ai sortie dans le fight. Il y a aussi autre chose moi, que je veux savoir, quand tu décides de partir justement, est-ce qu'il y a des combattants qui t'inspirent? Est-ce que tu as des modèles dans ta vie? Le jeune Mehdi Bagdad, que ce soit des footballeurs, peut-être Zidane, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent justement pour avoir cette motivation à partir à l'étranger? Ou c'est vraiment l'idée de fuir ces mauvaises idées qui traversent à ce moment-là l'esprit? Moi, c'est plus fuir. C'est plus fuir parce que les images qu'on nous donne quand on est petit, c'est des racailles, c'est des joueurs de foot. On ne nous montre jamais un avocat maghrébin qui me représente, un juge ou même, même à la télé. Dans les films, c'est toujours quand on voit un maghrébin, c'est toujours une racaille, c'est jamais un docteur, c'est jamais un juge, c'est jamais un avocat. Donc j'avais une mauvaise image du maghrébin et je pensais que c'était comme ça que j'allais finir, donc c'est pour ça que j'ai voulu fuir. C'est pour ça que j'ai voulu fuir. Et les combattants qui m'inspiraient à cette époque, c'est des combattants que j'ai vus dans le DVD en fait. Donc c'était Rodrigo Nogueira, Minotaur. Ouais. J'ai fait partie de sa team et j'ai été sparring partner pour Nogueira, des deux frères. Et pareil, j'étais fan de Dan Anderson et j'ai fini sparring de Dan Anderson. En fait, j'étais fan des personnes avec qui j'ai côtoyé, je me suis entraîné et on est toujours en contact. Donc quand je faisais un truc, c'était à fond ou rien. Et justement, donc je reparle, mais ton départ au Brésil, quand tu arrives là-bas, comment ça se passe l'acclimatation? Est-ce que tu t'es perdu, tu arrives direct à trouver une salle où t'entraîner, te loger? Comment ça se passe? En fait, moi, j'ai jamais eu peur, je suis un fonceur, donc j'ai pas réfléchi. Je réfléchis jamais. Et je suis parti à l'aventure. Et en fait, voilà, dès que je voyais une lumière, je fonçais sur cette lumière. Le bon Dieu, il est là. Il te montre, il faut aller à cet endroit, il faut aller à cet endroit, il faut suivre son intention. Tu vois, et dès que je voyais une lumière, je fonçais. J'allais dans un restaurant, et bien dans ce restaurant, comme par hasard, je rencontrais une personne. Cette personne me disait, va dans cette salle. J'allais dans cette salle. Des fois, je pensais que c'était une lumière, mais ce n'était pas une bonne lumière. Tu vois. Donc, bien sûr. À chaque tu fois, saisissais toutes les opportunités que tu pouvais avoir. Tout le temps. Okay. La barrière de la langue, elle t'a pas bloqué? Un petit peu, oui, un petit peu, mais c'est fun. Donc, dès que tu vois, tu sais pas parler, tu apprends, tu écoutes des musiques et tu rencontres des personnes et tu apprends petit à petit. Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que le MMA, il t'a sauvé? Je pense que oui. Le MMA, grâce au MMA, ça m'a sauvé parce que j'ai voyagé. Peut-être que, je sais pas, je vais dire un truc genre, peut-être que j'adore le serveur. Et un jour, j'ai dit, attends, j'ai une opportunité pour aller au Brésil, pour être serveur. Et après, j'ai dit, attends, en fait, cette opportunité m'a sauvé, en fait. Ouais. Tu vois, c'est juste que j'ai fui le pays. Et oui, le MMA m'a sauvé, bien sûr. Et quand tu arrives au Brésil, donc tu t'entraînes direct dans quel club? Parce que tu pars, tu as quand même une base en pied-point. Ouais, exactement. Parce qu'en France, on est une terre de pied-point. Kempo aussi, je faisais voilà. un peu de Kempo. Ok, tu faisais du Kempo. Et pied-point. Et j'avais fait un combat académique. Tu pars à quel âge? 18. Et je fais un combat académique. Tu l'as senti qu'en France, tu serais limité justement pour atteindre l'UFC? Direct, tu l'as senti quand tu t'entraînes dans des clubs? Même moi, à l'époque, il n'y avait pas d'MMA. Ouais. Je faisais du Kempo. Kempo et Muay Thai. Au Muay Thai, on est la meilleure école, du Muay Thai. Mais j'ai dit non, si je veux devenir un vrai combattant, il faut que je parte au Brésil. Il y a tous les champions qui sont là-bas. Ouais. Donc première salle, c'était De La Riva, qui est devenu un très bon ami à moi, De La Rive. J'ai été ceinture bleue de La Riva. Après, une école qui m'a construit beaucoup, c'était Marcio Cromado avec la RFT. Donc j'ai lié des liens d'amitié avec tous les combattants, même jusqu'à maintenant, on est tous potes. Et après, je suis allé à la team Black House au Brésil, Rio. J'ai joint la Black House, j'ai fait quelques combats pour la Black House. Et après, il y a eu quelques soucis avec la Black House. On a été tous sortis de la maison, on a été nourris, logés, blanchis. Et j'ai dormi dans la rue pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'ai eu de la chance
La chance, c'est le truc qui se présente. Hein. L'opportunité, voilà, ouais. C'est ça. Et je rencontre un mec qui était le meilleur ami d'Anderson Silva. J'avais fait pas mal de sparring avec Anderson Silva à la Black House. Et il me dit, ben, viens dormir à la maison au bout de 2 semaines de rue. Et je dors chez Anderson Silva du jour au lendemain. Et après, je rejoins la team Minotaur Team. Et je suis un des premiers combattants de la Minotaur Team. Et après moi, il y a Raphaël... non, il y a Dos Anjos qui a été champion de l'UFC. Dos Anjos, Raphaël. Ah, Junior. Ouais, Ok. Junior Dos Santos. Ok, ah ouais, le poids lourd. Et il dort avec moi à côté de... Ah ouais, incroyable. On est roommate. Toi, tu t'entraînais à l'époque avec tout le monde? Ouais, moi je voyageais, j'allais dans le team, tu vois. Je suivais mon... Parce que toi, tu es à 70 kg Exact. quand tu rentres à l'UFC, mais je veux dire, tu spares avec des poids lourds, tu me parles de... Après, je vais te dire, j'ai fait trop de sparring, je pense, avec des mecs lourds. J'aimais bien la guerre, j'aimais bien les coups. Et je rentrais, j'en redemandais. Genre, le jour où je fais l'essai avec Dan Anderson, généralement, les mecs qui mettent les gants avec Dan, ils flippent. Et moi, j'y allais à la guerre, tu vois. Ça me plaisait. Maintenant, je pense que j'ai pris trop de coups à cause des sparring. J'ai pas pris beaucoup de coups dans les combats, mais j'ai pris beaucoup de coups dans les sparring parce que j'étais sparring d'Anderson Silva, payé, de Dan Anderson. Il m'avait payé mon visa. Donc il fallait aller à la guerre. Et j'ai fait beaucoup de sparring. T'as une anecdote à me raconter avec Anderson Silva? Ou si simplement tu devais décrire... Parce que pour beaucoup, Anderson Silva, c'est une légende, tu vois, c'est pas une personne normale. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué chez lui que tu pourrais me raconter? Un fan de MMA. En fait, moi, j'étais pas fan d'Anderson. Ok, quand tu le rencontres, c'est une personne, c'est un combattant comme toi. Non, c'est une star. Ok. C'est une star, mais je suis pas fan de lui. Okay. C'est pas mon style. Ouais. Même si moi je viens du Muay Thai lui aussi, mais je sais pas, j'étais pas fan d'Anderson Silva. Moi j'étais fan de Dan Anderson. Ouais. C'était la puissance qui dégageait. La gueule de Dan. Ouais. Et Minotaur parce que il avait fait des combats de fou contre Bob Sapp à l'époque, tout ça. Mais non, j'étais pas fan d'Anderson Silva. Non, j'ai pas de... Pas d'anecdote particulière, pas de choses qui t'ont marqué. Non, juste que grâce à lui, entre guillemets, on m'a sorti de la rue. Donc j'ai dormi pendant 2 semaines dans la rue, hein, c'est sans argent. Même j'ai appelé mon père qui m'envoie de l'argent pour m'aider et il n'y a rien. T'as pensé à ce moment-là à rentrer en France? Non, je voulais rentrer. J'appelais tous les jours la compagnie pour rentrer. Mais mon billet d'avion, il était dans 1 mois. Donc tu peux pas. J'appelais toujours, rappelez demain. T'étais bloqué en fait. J'étais bloqué. Ah, t'avais quand même envie de rentrer. Ok. Je voulais rentrer. Ah, okay. Je voulais rentrer chez moi, manger. J'allais à l'église le dimanche, prier et on me donnait à manger là-bas. Avec le recul, tu te dis pas, c'est peut-être le destin qui fait que t'es pas pu rentrer, que t'es resté là-bas après. Ça m'a fait grandir et des fois tu te plantes. Et en fait, si tu veux faire pousser une belle fleur ou un arbre, il faut se planter. Donc je me suis planté. Et j'ai poussé derrière. Et on va en venir à le teuf. Tu es le premier Français qui est rentré dans cette maison, qui a combattu donc, dans cette série. Le teuf aujourd'hui, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo sait, mais c'est une télé-réalité que l'UFC a organisée. À l'époque, ça avait relancé l'UFC avec Forrest Griffin. Qu'est-ce que ça fait toi quand t'es appelé? Comment ça se passe déjà? Qu'est-ce que t'en penses quand on te dit tu peux aller à l'UFC via cette porte-là? C'est un manager, c'est un entraîneur, c'est la salle où t'es. Comment ça se passe pour rentrer au teuf à l'époque? Bon, en fait, j'avais entendu parler qu'il y avait les essais pour le teuf à Las Vegas. Il y a plus de 700 à 800 mecs qui viennent de tous les États-Unis, même des gens je me rappelle, il y avait Carla Moussou qui était venu. On avait fait l'essai ensemble. Et tu as 800 mecs qui sont là pour rentrer dans cette maison. Donc tu fais un essai, tu as 2 minutes de sol, tu as 2 minutes de Muay Thai et tu as 2 minutes de talking, tu parles en interview. Et les 2 minutes, tu peux tomber sur un champion du monde de Jiu-Jitsu. Poids lourd. Parce que moi, les mecs que j'ai affrontés, à l'époque, c'était les essais pour les 77 kg. Et tu n'avais que des mecs de 90 kg. Moi, j'ai dit, je veux aller à 77. Je suis allé, je tombe sur un mec, j'ai eu de la chance, c'était un lutteur. Costaud, il faisait au moins 90 kg. Je lui fais une clé à la volée, un juji à la volée, c'était ma spécialité. Je le prends, je le soumets, j'ai fait la soumission la plus rapide de l'histoire des teufs. Et après, j'ai dit putain, il va me tuer parce qu'il était trop puissant.
Et qu'est-ce que je fais? Je retente un jugé à la volée encore. Donc je le prends, mais maintenant il le sait, donc il serre, il passera jamais. Et je force pendant 1 minute comme un malade. Et le temps il est fini, il passe. Donc je passe l'essai du grappling. Et après Muay Thai, moi j'exagère. Voilà, j'exagère. Et c'est magnifique, les gens ils sont là, waouh, truc de ouf. Et pareil pour le talk, je m'exprime bien, je parle bien et je séduis le teuf. Et pour moi le teuf, c'est une des meilleures portes pour aller à l'UFC, pour être star en fait. Si tu veux être un combattant de l'UFC, avancer petit à petit, comme tous ces combattants français, oui, mais moi c'était pas ça que je voulais. Moi je voulais être briller, rentrer au teuf, briller, faire le beau. À cette époque-là, les coachs, c'était... Moi c'était Conor McGregor. Donc ton coach c'est Conor McGregor. Tu vas pas être là, tu rentres la tête baissée, tu joues au jeu, tu vois. En plus, ça a été le meilleur teuf. Le plus regardé. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Conor, il en a refait un avec pas fonctionné réellement. Pas du tout, même. La hype de Conor, elle a redressé. Toi, quand tu rencontres Conor, pareil, hein, j'avais demandé, hein, en tant que fan de MMA, ça fait quoi de rentrer Conor, rentrer cette légende, quoi. J'étais fan, entre guillemets. Hein, ouais. Là, c'était différent d'Anderson. C'est différent. Ouais. Dan, j'étais fan de lui. Ouais. Conor, c'est lui qui a propulsé le MMA. Ouais. C'est grâce à lui que les gens connaissent l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que j'ai l'opportunité de rentrer dans la maison, et je fais partie des meilleurs Français, j'étais le meilleur Français à l'époque, et on est les meilleurs Européens. Donc c'était les meilleurs Européens contre les meilleurs Américains. Et nous, notre coach, c'est Conor McGregor. J'ai dit, je vais briller de ouf là, dans cette saison. Donc ouais, c'était une opportunité énorme. Donc j'étais heureux. Vraiment heureux. En plus, tu affrontes son poulain, j'ai envie de dire. Alors, moi, en fait, pour l'anecdote, les Français, on avait une mauvaise réputation d'abandonner, comme quoi on a abandonné les combats, on a abandonné pendant la guerre. C'est peut-être pour ça que pendant des années, il n'y a pas eu de combattants français à Non, parce l'UFC, que Dana White, il nous aimait pas trop. Hein. Dana White, il nous aimait pas trop. Il disait qu'on a abandonné comme on avait abandonné la guerre. Il disait ça carrément. Il était dur. Et moi, je me rappelle, on me met contre le protégé de Conor, Artem Lobov, pour que lui il rentre plus facilement à la maison. Oh, tu le sentais déjà à l'époque qu'on voulait Non, se servir de toi? Non, mais lui, et j'ai dit putain, c'est le protégé de Conor. Lui, il faut le tuer. Parce que si tu vas à la décision, tu perds. Ouais, tu peux pas laisser ça entre les mains des juges. Ils ont fait l'émission que pour lui. Tu vois? Et j'ai dit merde, putain, je prends même pendant que je combats, t'as Conor qui est contre moi. Dès que lui me dit un petit jab de merde, waouh! J'ai exagéré tout sur le truc, tu vois. Donc j'ai fait un très très beau combat, je l'ai massacré. Dans tous les termes, mais je l'ai amené au sol, coup de coude, je l'ai ouvert de partout. Et voilà, c'était une guerre. C'était une grosse guerre. J'ai montré qui j'étais, j'ai montré que les combattants français, on était des guerriers. Et j'ai changé la donne. Et Dana White, il a dit waouh, en fait, les combattants français, c'est des guerriers. Donc j'ai montré, j'ai changé l'image. Incroyable. Et à la suite de ça, donc tu vas à l'UFC? Et à la suite de ça, je rentre avec la main cassée. Ouais. Je me casse la main. Et je laisse du temps, recovery. Et un jour, par hasard, t'as mon manager que je venais de signer avec lui. Il me dit Mehdi, j'ai un combat pour toi, UFC. Quoi? Je m'entraînais pas du tout. Et en fait, ça a été le meilleur moment de ma vie et le pire moment de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Dans le meilleur moment de ma vie, lorsque je signe à l'UFC, j'ai atteint mon rêve. Ça y est, je vais rentrer à l'UFC. Je rentre, UFC Boston. Les gens, ils m'acclament. Oh my God, yeah! Je suis là, je suis trop heureux. Et après, quand je rentre dans la cage, je vois la réalité. Je suis pas prêt, je me suis pas entraîné. Je viens de perdre 8 kilos en 4 jours. Je suis mort. J'ai failli tomber dans les pommes pendant le combat. Et après, j'étais déçu, tu vois, j'étais merde. Donc ça a été le meilleur moment de ma vie, comme le pire moment de ma vie. Mais voilà, j'ai gardé le moment positif. Le moment positif, c'est que j'ai signé dans la plus belle organisation du monde. Parce que tu me disais qu'à l'époque aussi, tu faisais pas de prépa physique. Enfin, les préparations des combats, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le MMA et la préparation surtout des combattants pour leur combat, elle est optimale, elle est au maximum. Mais toi, à l'époque, c'était pas ça. Et même au Brésil, vu que tu côtoyais d'Anderson Silva,
t'as pas appris d'eux justement pour arriver à le coaching, tout ça? Il n'y avait pas tout ça, nutritionniste? Il y avait. Mais c'était compliqué, non, peut-être? Je m'intéressais pas. Je Ok. m'intéressais pas. Et moi, je suis un flemmard. J'ai jamais aimé m'entraîner. J'ai voulu combattre, mais j'ai jamais aimé m'entraîner. Ok. Donc, il n'y a que maintenant. Ouais. Je fais de la prépa physique, ça me plaît. Mais avant, ça me plaisait pas. Donc des fois, j'avais mes coachs, je leur mentais, je leur disais, je me suis entraîné ce matin, je me suis entraîné cet après-midi. C'était pas vrai. Je jouais là, et voilà, et ça m'a joué des tours. Ouais. Je me fatiguais vite pendant les combats, et j'ai perdu des combats parce que j'étais pas prêt physiquement. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, la préparation physique, avec les années, bon, aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de préparateurs physiques, mais ça a beaucoup évolué. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, tous les athlètes, ils prennent plaisir à s'entraîner, qu'avant c'était un peu une corvée d'aller à la salle. Tu vois, je pense, hein, donc non, je comprends parfaitement. Moi, je voulais juste revenir sur ton premier combat de MMA. Ça va parler à beaucoup de monde. Hein. Tu prends Charles Oliveira. En fait, je devais combattre en kickboxing dans un événement de kick MMA. Ok. Et mon combattant de kick, il n'est pas venu. Et lui, son combattant de MMA, il n'est pas venu. Et mon prof, il me dit, mais vas-y, t'es pas venu pour rien, combat contre lui. Et ok, je suis ton prof, hein, c'est ouais. ce que j'ai dit. Et en fait, je me retrouve le main event contre un mec à 3 combats, 3 victoires pour mon premier combat de MMA. Je n'aurais jamais dû le combattre. Ouais. Et après, voilà, c'est la vie. Quand tu vois la carrière qu'il a aujourd'hui, est-ce que c'est une fierté? Parce que tu as perdu, mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait l'affronter, encore moins en short notice, sans le prévenir. Est-ce qu'avec le recul, tu l'aurais affronté ou pas? Non, parce que j'ai pris un KO, c'est le seul KO que j'ai pris dans ma vie, dans ma carrière. Et ça peut te, voilà, tu peux dire, je veux plus faire de MMA. T'as peur. Ouais. En plus, ton premier combat. Remise en question directe et tout. Wow. Donc c'est dangereux, je pense. Wow. Donc j'ai mal été aiguillé par mes. C'était où exactement? Dans quel... À Sao Paulo, chez lui. Chez lui, à la maison. À son événement. Waouh. Ouais, ça doit être un souvenir. C'était. J'ai parlé par KO, dodo, j'ai dormi par terre. Wow. Au deuxième round. C'est dur. Ouais. Je pense que mais j'ai été mal aiguillé par mon coach. Lui, il voulait. Il avait soif de combat, il voulait se montrer et il pensait pas trop à moi en fait. Il pensait plus à lui et que je fasse plein de combats en fait. Ouais. Pour être montré dans les magazines, dans le truc. Parce que je passe sur un gros magazine là-bas au Brésil. Dès que j'ai combattu Mehdi Bagdad, combattant, donc on a plus pensé à la carrière d'un coach, je pense, que la carrière de moi. Parce que j'aurais pu dire j'arrête le MMA. Et je voulais parler aussi d'un passage. Tu as fait la rencontre de ton coach Daniel Warin. Tu peux nous raconter comment elle s'est fait la rencontre? Est-ce que Daniel t'a apporté? Aujourd'hui, il a été connu, j'ai envie de dire en France, pas par toi, mais par Benoît Saint-Denis, avec l'évolution du MMA français et tout ce qu'il y a eu à côté. Qu'est-ce que t'a apporté Daniel dans ton striking? Parce qu'on sait que c'est un coach de striking. Si tu peux nous dire. Non, Daniel, je l'ai rencontré dans une salle de la Riva. Il voulait être coach. Et je l'ai suivi depuis le début. C'est lui qui m'a créé en fait. Tu vois, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a tout appris. Tu vois. Donc, et c'est lui qui m'a amené à l'UFC. Partie professionnelle, rien à dire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Daniel, en France, c'est le meilleur coach pour prendre un athlète de zéro et le faire arriver à ce niveau-là? Tu es en train de me dire qu'il l'a fait avec toi? Il l'a fait avec Benoît Saint-Denis? Alors, il y a prof et prof. Ok. Tu vois, prof, c'est pas juste entraîner une personne. Et il faut avoir un mental de prof. T'es un peu comme un papa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, bien sûr, il va t'amener à l'UFC, mais dans quel esprit? Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Moi, je pense que c'est grâce à lui que je suis allé à l'UFC, mais il y avait des points négatifs. Et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs chez Daniel qui m'ont pas plu. Et je pense que c'est la même chose pour Benoît. Et c'est une chose qu'on nous montre pas et on dit pas. Parce qu'on veut pas. On crache pas sur l'ambulance. Bien sûr. Le mec t'amène à l'UFC. Ouais. Après, c'est des petits détails. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais c'est des détails qui n'ont pas changé. Et voilà, et c'est pour ça qu'on s'est quitté. Et donc toi, tu es à l'UFC, tu fais exactement combien de combats à l'UFC? J'en fais
En fait, j'ai une signature de 3 combats. D'accord. J'en fais 2. Le short notice, et contre John Makdessi, qui était un top 10 à l'époque. Et John Makdessi, il est encore à l'UFC, non? Je crois. Ouais, je crois que j'ai entendu son nom récemment. Ouais. Je l'ai sur l'UFC Paris, je crois. Ah, mais je l'ai vu même. Ouais. Ok, ouais. Et je perds à la décision. Tout le monde dit que je gagne le combat, même Dana White me dit que tu gagnes le combat. Je l'ai détruit, j'ai failli le mettre KO. Et en fait, pendant que je failli le mettre KO, je pouvais le finir. Mais comme c'est moi, je suis un showman, j'ai pris son bras, je l'ai mis sur ma nuque et j'ai fait un juji à la volée. Même il y avait Khabib, il était là, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, il était tellement KO qu'il est tombé. Poum! Et en fait, si j'étais intelligent, j'aurais fini. Mais moi, je voulais faire du show et je suis parti en juji à la volée. Il y a un mec qui fait un juji à la volée dans un combat, c'était l'UFC 299 à Las Vegas. Putain, et combattant de Muay Thai qui fait un juji à la volée, je voulais exploser tu vois. Et ça n'a pas marché. Et puis voilà, et comme ça n'a pas marché, je tombe. Il tombe sur moi. Et après, il me garde au sol et il reste 3 minutes et il gagne des points sur les 3 dernières minutes. Et à la suite de ça, du coup? Et à la suite de ça, je prends un peu de recul. Je me fais retirer une hernie que j'ai à l'abdomen. Et je suis à l'hôpital, je me fais retirer l'hernie. Et tu as Joe Silva de l'époque, matchmaker, il me dit un combat dans un mois. Moi, le docteur me dit non, 3 semaines, tu ne peux pas t'entraîner. Et je lui envoie une photo comme ça, à l'hôpital, dans mon lit d'hôpital, regarde, je suis à l'hôpital. Et mon manager me dit non, mais Mehdi, il dit si tu ne combats pas, t'es viré. Ah, ok. Et donc pour moi, c'est bon, je suis viré. Et une fois, je me rappelle, il y avait Daniel qui m'appelle. Il me dit Mehdi, t'as accepté un combat sans me donner l'autorisation. Je dis non, mais Daniel, j'ai refusé le combat. Ça fait au moins 1 semaine qu'ils m'ont demandé. Non, mais rien, il y a ta photo que tu vas combattre. Je dis jamais de la vie, je combats. Et il a cru que je l'ai fait à l'envers. Comme quoi, je m'entraînais avec un autre coach, parce qu'à l'époque, je m'entraînais en anglaise. Je suis Daniel. J'ai pas accepté le combat. Il me vire de l'UFC. Ah, il a mal pris, il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Il a cru que je m'entraînais à. Je l'avais quitté, je ne l'ai jamais quitté. J'ai jamais quitté Daniel. En fait, c'est Daniel qui m'a quitté. Okay. Moi, j'ai jamais quitté Daniel. Et en fait, il n'en pouvait plus des États-Unis. Et pour te dire, c'est que le jour de cette histoire, 1 semaine ou 2 semaines après, il quitte les États-Unis pour aller en France. Okay. Donc c'est lié, tu vois. Donc moi, j'ai jamais quitté Daniel. C'est lui qui m'a quitté. Et parce que il a pensé que j'avais accepté un combat. Et pour te dire, 2 jours après l'annonce, je suis viré de l'UFC. C'était tout. Ouais, parce que l'UFC. Joe Silva, en fait, il a dit Mehdi Baghdadi combat. Ouais. Et pour me virer. Ils ont dit que t'as annulé le combat. Non, j'ai annulé le combat. Ouais, mais en fait, tu sais que l'UFC, ils le font encore aujourd'hui. Ils officialisent les combats, alors que les combattants, ils sont pas d'accord. C'est ça. Et après, ils annulent. Je pense à Paulo Costa. Ok. Ça lui fait beaucoup, tu vois. Donc, moi, ils m'ont fait la même chose. Et ils m'ont viré de l'UFC. J'ai fait une très mauvaise pub. J'ai fait à l'organisation. J'avais plein de sites internet qui sont venus me voir. Mehdi Baghdadi. Parce que tu t'es plaint. Enfin, t'as voulu combattre blessé. Voilà. Obligé. J'en ai eu moins 12-14 sites internet de partout. Qui ont relayé. Ouais. Et là, l'UFC, ils m'ont rappelé. On est désolé. On va te refaire combattre, mais au TUF 25. Et encore un combat à l'UFC, le combat contre droit. Et voilà. Donc je fais le TUF 25 à 77 kg. Et je dois combattre mon dernier combat à l'UFC. Et un jour, je suis en vacances avec le prince du Bahreïn. Et il me dit Mehdi, c'est quand tu combats pour le Brave? Je lui dis cher, il y a l'UFC encore, mais surtout que toi, ton président, il me propose pas beaucoup d'argent. Tu veux combien pour combattre au Brave? Je lui dis 3 fois plus que l'UFC me donne. Et il me dit khalas. Et on signe main dans la main devant une piscine au Cap-Vert. Et donc du coup, tu fais pas ton dernier. Je fais pas mon dernier combat. Tu rejettes l'UFC pour le Brave. Ouais. Est-ce que, justement, je voulais te demander, il y a des choses que tu regrettes dans ta carrière? Est-ce que de ne pas avoir fait un combat, ton dernier combat à l'UFC, d'avoir
Je pense pas, non, parce que j'étais un peu déçu de l'UFC, ce qu'ils m'ont fait, Ok. tu vois. Au final, le Mehdi qui avait le rêve d'aller à l'UFC, une fois que tu as été dedans, J'étais déçu, ouais. Ouais, tu as été déçu. Tu penses que... Déçu Ouais. de l'entraînement. De l'entreprise aussi L'entreprise, comment ils te maltraitent, ils te disent vas-y, tu combats dans 2 mois là. Attends, je m'entraîne. Surtout moi, j'aimais pas m'entraîner. Ouais, Donc imagine, Ouais. moi quand je viens en France en vacances, je suis en vacances pendant 2 mois. Et t'as l'UFC qui t'appelle, bon, on a un combat pour toi dans 2 mois, au mois d'octobre. Toi, t'as fait la fête pendant juillet-août. Putain, il faut que je rentre vite aux États-Unis. Et si t'acceptes pas, eh ben, tu es viré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de coachs dire à leurs athlètes d'être toujours prêts en fait. Prêt. Toi, T'as pas de vie en fait. Ouais, t'as pas de vie. Ouais, c'est dur quand même. Ouais. Donc moi, ça, je le savais pas. Ouais. Moi, juste mon Oui, rêve, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, vous le savez pas, je veux dire. mon rêve, c'était d'aller à l'UFC. Mon Ouais. rêve, c'était pas d'être prêt tous les jours. Moi, j'ai envie de prendre du fun, tu vois. Donc ça, pour moi, c'était pas fun. D'accord. Moi, la partie fun, c'était d'aller à l'UFC. Mais la partie entraînement, tous les jours, ça, c'est pas la partie fun. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des rêves? Oui, mais plus dans le business. Ok. Plus dans le business, que moi, je viens du business, je viens des marchés. J'utilise la lumière de l'UFC pour faire du business. Justement, je voudrais qu'on parle un peu de l'après-carrière. L'UFC t'a ouvert quand même beaucoup de portes, que ce soit pour le business, que ce soit pour les contacts, pour tout dans la vie. Tu l'as senti que cette casquette UFC, elle t'a ouvert des portes encore aujourd'hui? Bien sûr. Mais alors, pour te dire, je suis parti au Kurdistan rencontrer le président du Kurdistan, je lui ai serré la main et mon associé il a dit Mehdi Bagdad, UFC combattant. Ah. Ça fait 7 ans que je combats plus à l'UFC. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, cette image du UFC, même sur mon Instagram, il y a écrit UFC, on est obligé d'utiliser cette image. Bien sûr. On a galéré pour y arriver. Ouais. Maintenant, j'essaie de faire du business. Encore plus J'essaie de faire du business grâce à l'UFC. Ok. J'ai mon prochain combat au mois de décembre. Ouais. Que j'organise moi-même, que je co-organise au Kurdistan, à Erbil, avec le fils du président. Eh bien, c'est grâce à l'UFC. Tu vois? Donc là, je me prépare bien, je m'entraîne comme il faut. Et pareil, je fais un autre combat à Toulon, que je co-organise avec William Lustenberg, qui organise l'UFN, Okay. et qui a été mon manager en kickboxing à l'époque, qui a fait le K1 Marseille. Et je ferai mon dernier combat à Toulon, au Palais des Sports, dans le grand Palais des Sports de Toulon, où il y aura 5000 personnes. Wow. Et je dépose les gants dans la ville où j'ai commencé. J'avais une question aussi à te poser. Quand tu es rentré à l'UFC, tu n'as pas représenté la France? Non. Tu rentrais avec le drapeau Algérie? Alors, j'ai combattu. En fait, dès que je suis rentré au TUF, tu es obligé de combattre pour la France. Ouais. Parce que c'était Europe contre États-Unis. États-Unis, ouais. Tu peux pas. J'avais Ouais. mon drapeau d'Algérie. Moi, j'ai toujours combattu, à l'époque, en kickboxing, je combattais avec la France et l'Algérie. Et en fait, dès que je suis parti à l'UFC, j'ai combattu que pour l'Algérie. Nationalité Algérie et drapeau Algérie. Pourquoi? Ouais. Je m'appelle Mehdi Bagdad. Mehdi Bagdad, français, on a beau faire un discours, non mais vous comprenez, il n'y a pas, on ne comprend pas. Ça rime pas. Mehdi Bagdad, France, ça ne rime pas. Ok. Tu as des racines, Ouais. si un arbre qui n'a pas de racines, il ne tient pas. Ouais. Ok? Donc, on a beau nous faire du violon, Black Blamber, 98, la Coupe du Monde. Non, tu es un arabe, tu resteras un arabe. Maintenant, ce que je conseille, c'est que restez vos origines, maghrébins. Moi, je dis que je suis un Algérien né en France. Donc, je respecte la France, j'aime la France, j'y suis là. Mais en étant algérien. Et on va tous me respecter. Donc, je vais aller voir des mecs fachos. Je vais leur parler et je leur dis moi je suis algérien et ils vont m'aimer. Et je leur dis je suis un Algérien mais de France, je suis un Algérien de France. Alors si je leur dis l'inverse, peut-être que... Et si je leur dis je suis français, je suis fier d'être français, ils vont me regarder, je veux être français, ta gueule. Donc je pense, après c'est ma façon de penser. Hein. Et surtout, dans le business, je suis associé avec un Saoudien maintenant. Et quand je vais... Tu vis plus en France aussi? Je vis plus en France, j'habite à Londres. Ok. Et le business, quand je travaille qu'avec des Saoudiens ou des Émiratis ou des Irakiens. Je suis parti en Irak il n'y a pas longtemps, à Bagdad, et je suis parti en tant qu'Algérien. Donc c'est plus facile dans le business aussi. C'est plus facile dans le business. Bonjour, je m'appelle Mehdi Bagdad, Algérien. Mehdi Bagdad, je suis français. Non, ça rime pas. Et maintenant, j'ai beaucoup d'opportunités grâce à ça parce que
Parce que, après, je dis pas, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'était un Algérien, mais va vivre en Algérie. Non, non, il y a des Libanais en Afrique. Ils sont jamais allés au Liban. Mais c'est des Libanais. Ils parlent arabe, et ils parlent arabe au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Aujourd'hui, est-ce que tu regardes toujours un peu l'UFC? Est-ce qu'il y a des combattants français, j'ai envie de dire, que tu apprécies? Moi, je les apprécie tous. Ouais. Enfin, que je parle, j'apprécie. Le style, tu vois, que tu leur donnes de la force. T'aimes bien regarder leurs combats, ouais. J'aime bien les deux franco-algériens, Fares et Yanis. Je les supporte beaucoup. Parce que voilà, on va dire que je suis un peu leur grand frère, on va dire. Ouais, non, mais carrément, carrément. Mais je regarde pas parce que ça me plaît plus de regarder le combat de MMA. Ça me plaît plus. Je suis passé à autre chose en fait. Ouais, j'ai fait un pèlerinage de MMA. Pèlerinage, c'est retirer ses peaux. Donc je retire les peaux du combattant pour devenir un businessman. D'accord. Et donc organisateur. Voilà, organisateur. Là, tu vas combattre. Pourquoi ne pas simplement organiser? Pourquoi envie de combattre encore? Qu'est-ce que tu as à prouver, Mehdi? J'ai plus rien à prouver, mais au lieu d'aller payer un mec 200-300 000 $, le gros événement, pourquoi pas les prendre et voilà, j'ai envie de recombattre un petit peu. En fait, avant, quand je combattais, mon coach il me dit reste debout, tu vois, et là j'ai envie de faire du MMA. J'ai jamais, tous les combats que j'ai fait, j'ai jamais fait de MMA. Je faisais du pied-point dans une cage de MMA. Il fallait rester debout, il fallait le mettre KO. J'ai eu l'opportunité des fois de mettre des soumissions, mais j'ai jamais pratiqué du MMA. J'ai jamais amené au sol. Tout mélangé, comme le sport. Bloqué contre la cage, prise de judo. Et genre, je suis très très fort en lutte et j'ai jamais utilisé ça. Donc maintenant j'ai envie de m'amuser. Encore 2 combats, m'amuser. Et après j'arrête. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution de ce sport, sans parler de l'image qui dégage en France, mais l'évolution du MMA, parce que le MMA à l'époque, tu disais tu faisais pas de sol et tout, mais parce que tes coachs ils te conseillaient ça, mais aussi à l'époque c'était plus le striking avec l'Air Connor et tout. Aujourd'hui maintenant, à un moment il y a eu le combat face à Khabib, les Dagestanais qui ont ramené la lutte. Aujourd'hui maintenant on a des combattants qui sont complets. On voit Islam Makhachev qui est aussi fort debout qu'au sol. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA et même dans le futur, qu'est-ce que tu penses qu'il va devenir ce sport? Elle a explosé parce que maintenant tu as des mecs, ils ont été créés en MMA. Ok. À l'époque c'était lui qui vient du pied-point, lui qui vient de la lutte, lui qui vient du jiu-jitsu, tu vois. Et maintenant, c'est des mecs vraiment spécialisés. Mais maintenant, donc ça a vraiment évolué. Maintenant, je pense que les mecs ont plus de niveau qu'avant. Ou avant, ils étaient plus dangereux debout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est. Et t'as regardé l'UFC Paris? J'ai pas regardé, non. Est-ce que j'étais invité, j'avais 2 tickets. J'avais 2 tickets. Et pour te dire, je les ai offerts à quelqu'un d'autre. Okay. Je suis même pas allé à l'UFC Paris. Justement, t'as pas eu envie, bon peut-être que professionnellement tu avais des choses à faire plus importantes, mais d'aller voir le public un peu, tu vois. Non, parce que j'ai envie de sortir de ça. Ok, si tu veux vraiment t'émanciper. Si tu veux. Je veux faire partie des 20 meilleurs Français, des 10 meilleurs Français. Il faut sortir de ça. Et le plus dur, c'est de sortir. C'est comme les Américains qui font des acteurs qui sortent d'un film, comme comment il s'appelle, De Niro, qui dit You fucking to me. Et il fait une interview et le mec il dit Vous pouvez dire You fucking to me. Et le mec il dit Non, je suis sorti de ce rôle. C'est fini. Je veux plus. Et moi c'est ça. Je veux sortir de ce rôle de combattant de MMA pour devenir quelqu'un d'autre. J'en ai marre d'être Mehdi Bagdad, le combattant de MMA. Je vais être Mehdi Bagdad d'une autre personne. Ok. Et Mehdi Bagdad en 2025? Business, organisateur, co-organisateur, parce que c'est un long travail, et d'autres choses à côté. Me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. Tu m'as dit que tu prépares un livre, on peut en parler aussi? Ouais, j'ai écrit une autobiographie. Parce que voilà, bon, tu l'as dit en début d'interview, mais tu as eu un moment, une période de ta vie très compliquée, qui aujourd'hui, on va le dire, c'est dans l'air du temps. Il y a eu, c'était pas si vieux que ça, des attentats, tout ça. Il y a eu, aujourd'hui, ça parle à beaucoup de gens, le djihad, Daesh, tout ça. Donc, c'est une histoire qui est belle parce que déjà, elle fait briller notre sport. Et donc, ce livre, est-ce qu'il va sortir bientôt? J'ai mis 3 ans pour l'écrire. Ok. Là, je suis en pourparlers avec un très grand producteur de cinéma pour l'adapter en film. Ah ouais, jusque-là, carrément. Donc, je ne sais pas si on va le mettre en livre au départ et partir sur un film, ou partir sur un film et un livre.
Bah, Donc on franchement, en pour parler. ça serait trop intéressant. Et moi, j'ai envie de sortir ce livre ou ce film, pas pour moi en fait, pour tous les jeunes qui se sentent pas bien, qui se sentent violents, qui se sentent méchants, tu vois ce que je veux dire? Donc montrer qu'il y a de l'espoir. Si tu avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui, arabe ou français, peu importe, qui est un peu perdu, qui veut réussir dans la vie, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais et aussi le conseil que tu te donnerais à ce moment-là justement? Ben, ne pas paraître depuis tout petit. En fait, quand on est né, on a une lumière. Et la vie, elle nous l'obscurcit, cette lumière. Tu vois? Donc, qu'est-ce que la personne doit faire? Eh ben, elle ne doit pas faire, elle doit se défaire de tout ça. Et au lieu de paraître, essayer d'être. Il y a personne, on paraît, on meurt, on disparaît, on fait que paraître en fait. Mais moi, c'est ce que je propose, c'est de retrouver la lumière et d'essayer d'être. Genre, quand je marche, il y a un mec qui me regarde de travers. Qu'est-ce qu'il a à me regarder de travers? Moi, quand je suis à la gym, il y a un mec qui me regarde de travers. Je me dis, il me regarde de travers parce qu'il a peur de moi, c'est tout. Moi, si je vois un lion dans la jungle, le lion, je vais le regarder de travers. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Donc arrêtez de paraître, arrêtez d'essayer d'être comme ça. Oh, il faut que je sois comme ça parce que les filles, elles aiment bien un mec comme ça. Non, non. Essayez d'être naturel, sortir ses émotions. Si tu as envie de pleurer, ben pleure. Pas, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Essayez de retrouver cette lumière qu'on nous obscurcit depuis tout petit. Persévérer. Persévérer dans les mots. Dans les mots, il y a des... Si on comprenait que dans les mots, il se cachait d'autres définitions, la vie elle serait encore plus belle. Le mot dangereux, c'est dangereux. Mais non, il n'y a rien qui est dangereux parce qu'il y a d'anges heureux. Si les anges ils sont heureux, pour moi c'est dangereux. Persévérer, percez et vous verrez. Tu es dans une bulle, on est tous dans une bulle fermée comme ça, avec la clim, avec la télé, on pense qu'on est bien. Mais persévérez, percez et vous verrez ce qui se passe. Tu vois? On est enfermé dans un endroit. Eh bien, il faut qu'on soit à l'envers de cet endroit. Écoute, À l'endroit, c'est le vers où, c'est un verrou. À l'endroit, c'est vers où. Et si on le met à l'envers, c'est ouvert. Ouais, le sens des mots. Le sens des mots, il y a plein de mots. Qu'on utilise quotidiennement et qu'on ne sait pas. J'ai bien aimé, parce que j'ai passé 2 jours avec Mehdi, il y a aussi l'enseignement. C'est ça, un enseignant, c'est quelqu'un qui donne son sang aux enfants. Il se saigne pour les enfants. C'est pour ça qu'on dit enseignant. Après, il y en a qui disent, oui, mais ça s'écrit pas pareil. Oui, mais l'écrit et l'écrit, c'est la même chose. Il y a l'écrit et l'écrit. Tu vois? Donc, il faut prendre les mots et l'enseignant. Si l'enseignant donne pas son sang, ben, il fait semblant. C'est pour ça qu'on dit semblant. Parce que c'est du semblant, c'est pas du sang rouge. Et ça, c'est propre à la langue française? C'est la langue. Ça, c'est de l'alchimie. Et ça, c'est la langue des oiseaux. On appelle ça la langue des oiseaux. J'adore l'alchimie. Et l'alchimie, c'est ça, c'est retrouver la lumière. Essayer d'être. Quand tu es bébé, tu nais, mais né, c'est ne pas. C'est né. Dire dès que tu nais, ne pas. Et tes parents, et la vie, elle te dit, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et arrête de pleurer. Et quand tu grandis, pourquoi tu pleures jamais? Mais tout petit, vous m'avez dit d'arrêter de pleurer. J'ai 30 ans maintenant, je pleure plus parce que vous m'avez appris à pas pleurer. Mais en fait, il faut être. Et si tu es, il y a beaucoup de maladies aussi. Tu as beaucoup de maladies parce que tu gardes toutes tes émotions à l'intérieur. Et dedans, ça bouille et ça crée des maladies. Maladie, c'est quoi? C'est le mal-être. C'est le mal a dit. Si tu ne sors pas ce que le mal a dit, ben tu vas créer des merdes à l'intérieur. Le cancer du sein d'une femme, le sein, c'est la symbolique. Donc si tu gardes toutes tes émotions, là, le cancer du sein, c'est la symbolique de l'enfance ou de l'homme. Un homme qui t'a fait chier pendant 10-15 ans et tu le gardes et ça reste à l'intérieur, tu vas te créer une maladie. Pareil de l'enfance. Il y en a, ils ont un truc depuis l'enfance, ils n'ont pas ressorti, ils n'ont pas sorti leur émotion et ça crée des maladies. Et si tu es content et tu veux que ça passe, ben tu prends un cachet.
Tu prends un cachet pour cacher la maladie. Ah ben, c'est une belle leçon que tu nous donnes, franchement. Et si tu avais un conseil à te donner à toi, il y a 15 ans en arrière, justement à cette période-là, quel conseil tu te donnerais? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre? Comme je t'ai dit, persévérer. Ouais. Persévérer normalement et percer, vous verrez, foncer, pas avoir peur, pas de peur. On vit avec des peurs depuis tout petit. On nous a appris depuis l'école la peur. Il faut retirer ces peurs. Alors, retirer ces peurs. Peut-être que si j'avais retiré quelques autres peurs, mais j'ai jamais eu peur, eh bien peut-être j'aurais mieux réussi. Si on retire ces peurs, les peurs, ça te rend malade, ça te permet pas d'aller plus loin, tout ça. Il y en a, ils sont jamais sortis de leur vie parce qu'ils ont peur. Il y en a, ils disent, j'aime pas mon travail, mais je suis obligé. C'est quoi le pire? C'est de perdre son travail ou perdre sa vie? Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Et ils ont peur de perdre leur travail. Moi, j'ai plus peur de perdre ma vie que de perdre un travail. Ouais. Donc, retirer ces peurs. Voilà. Ce que je conseille de Mehdi Bagdad il y a 15 ans, plus de peur. J'en avais pas, hein, mais pas de peur. Voilà, fonce. Et le bon Dieu, il est là et il t'aidera. À chaque fois, le bon Dieu m'a toujours aidé. Je prie le bon Dieu, je remercie le bon Dieu chaque jour. Et si tu fais les choses bien et propres, tu craches en l'air, le crachat te retombe dessus. Tes derniers combats que tu vas faire, donc il y en aura un à l'étranger, il y en aura un en France, c'est important que j'insiste là-dessus. Celui en France, ce sera à Toulon. Voilà les gars, 2025. Si vous voulez voir Mehdi Bagdad, faut venir à Toulon, il y a le soleil. Ce sera un gros combat. Ce sera un gros combat. On sait la salle, ça va être la salle Palais des Sports de Toulon. Grosse capacité. De toute façon, il y aura des places en vente et j'essaierai de voir s'il y a moyen d'en avoir pour en offrir à la communauté d'After Fight. Parce que moi, je serai là, bien évidemment. Ce sera vraiment un honneur d'assister à ce dernier combat. Je voulais aussi parler d'une dernière chose avec toi, tes entraînements. Comment ça va se passer pour cette préparation? Où tu vas t'entraîner? Est-ce que tu vas avoir des sparring? Est-ce que tu es dans une bulle? Tu fais tout toi-même? Tu vas faire appel à un coach? Dis-moi comment ça va se passer cette prépa si tu le sais. Hein. Là, je fais la prépa simplement, je reprends le corps qu'il faut. Je pars au Brésil, moi, chaque fois. Je pars au mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Tu as besoin d'aller au Brésil? Ouais, parce qu'il y a des gros sparring. Waouh. J'étais plus heureux. Donc, j'ai pas envie de m'entraîner en France et ne pas être heureux. Donc, j'ai envie d'être heureux et m'entraîner. Okay. Et là-bas, voilà, il y a tous mes potes, j'aime bien la vie, il fait beau, les gens sont souriants, sont gentils, tu manges bien, tu manges proprement. Et il y a des sparring de malades. Donc, ouais, le Brésil. Je m'entraîne chez José Aldo à la Nova Union. Incroyable. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est un combat que j'ai hâte de voir. Vraiment, je suis impatient, je vais compter les mois. Et je vous invite tous à venir, vraiment. Mehdi, franchement, j'ai pris un plaisir à échanger avec toi. On arrive à la fin de l'interview. Chez After Fight, c'est la tradition, il y a le five. Okay. En plus, c'est sympa, parce qu'on est au five et il y a le five. Donc ça, c'est pas fait exprès, je t'assure, c'est vrai. T'es prêt? Allez. KO ou soumission? KO. Entraînement ou combat? Combat. Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov? Conor. Pourquoi? Le style, il a fait monter l'UFC, c'est grâce à lui que les gens maintenant nous connaissent. J'aime son style. Combattre en France ou combattre à l'étranger? Combattre à l'étranger, mon rêve c'est de combattre à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite. Et ton repas préféré quand t'es pas en diète, perte de poids, tu peux te faire plaisir? J'ai grandi beaucoup avec la communauté sénégalaise, Mandjak. Donc on va dire un tchibouchet ou un mafé, un bon mafé. Okay. Je sais même le cuisiner. Incroyable. Eh bien écoute Mehdi, moi je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. Tu es de passage en France, tu m'as donné de ton temps, tu m'as vraiment bien accueilli. J'ai pris un plaisir à faire ta connaissance. Vraiment, c'est une interview où personnellement en tant que média et humain, je vais en ressortir grandi. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. Au nom de tous les fans et médias du MMA français, on doit te remercier parce qu'aujourd'hui le sport, s'il est là, c'est grâce en partie à des personnes comme toi qui sont allées au charbon. Ah, une grosse pierre, tu es allé au charbon, tu as tout donné. Encore aujourd'hui, voilà, tu essayes de faire pour le sport. Donc merci beaucoup Mehdi. Merci à toi. Et voilà, et force pour la suite. Vraiment, merci.